Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous. Comme chaque mois, je vous raconte mon année de reconversion professionnelle en BTS Gestion et Protection de la Nature. Alors, au mois de mars, on a terminé notre deuxième période de stage. Donc moi, j'étais au Parc naturel régional des Alpilles, c'était super. Ensuite, on est revenu à Gardanne pour de nouveau des cours. Donc ce mois-ci, j'ai réalisé en groupe 2 animations. Première animation, c'était à l'école du village d'Oreille dans les Alpilles avec une classe de CM1. En fait, pour vous raconter depuis le début, c'est une rencontre complètement au hasard qui a mené à cette animation. En tout début d'année, en septembre, j'ai fait une autre animation, un stand sur la foire agricole de Gardanne avec 2 autres camarades de classe, Sylvie et Kelly. Ça portait sur le compost, la vie du sol, les petites bêtes du sol, et on avait différents ateliers, notamment pour les enfants, avec des loupes, etc., des dessins, des trucs à placer sur des panneaux. Ça a marché super bien, il y avait beaucoup de gens à notre stand. Et parmi les exposants de la foire agricole, il y avait un stand de producteurs de plantes aromatiques et médicinales qui font des huiles essentielles de lavande, thym et immortel, qui sont du village d'Oreille. Françoise, l'exploitante, avec son mari Jean-Marc, a trouvé notre stand super intéressant et ça lui a donné envie de faire aussi une animation. Donc elle me l'a proposé. Donc on est 4, Stéphanie, Nelly, Céline et moi. Et en concertation avec Françoise, on a choisi le thème de l'eau, de la sécheresse, qui est en plein dans l'actualité. Et donc ce thème parce que les plantes aromatiques que cultivent Françoise et Jean-Marc sont justement des plantes méditerranéennes qui ont des stratégies d'adaptation à la sécheresse. Et donc à travers ces plantes-là, on sensibilise les enfants à ne pas gaspiller l'eau. Deuxième animation que j'ai faite, c'était avec un autre groupe, avec Céline encore et Alexandre Thomas. Là, c'est un public allophone qui n'a pas le français comme langue maternelle. Il s'agit d'une classe de jeunes adultes d'un dispositif qui s'appelle Interas, des lycées agricoles. Et donc il y a une classe ici à Gardanne, au lycée agricole de Gardanne, avec 3 jeunes hommes réfugiés qui viennent d'Afghanistan, d'Érythrée et du Nigeria et qui se destinent à être ouvriers agricoles. Donc ils ont à la fois une formation en agriculture et une formation en français avec leur enseignante Grazia Bertoncini. Donc là, on leur a proposé un thème à mi-chemin entre leur formation et notre formation, c'est-à-dire l'agroécologie. Donc on a cherché un site d'agroécologie. Il se trouve qu'il y en a un juste à côté du lycée agricole qui s'appelle le parc agroécologique de Barème, qui appartient à la municipalité de Gardanne et qui fait du maraîchage bio pour alimenter la cuisine centrale de Gardanne, donc les 13 écoles maternelles et élémentaires de la ville, ainsi que les EHPAD municipaux, les maisons de retraite municipales, et la cantine des agents territoriaux. Il y a très peu de villes en France qui font ça, et notamment avec un système de chantier d'insertion. Donc là encore, c'est encore plus intéressant pour notre public parce que ce sont justement des jeunes gens qui vont pouvoir candidater à avoir un travail en chantier d'insertion sur ce domaine. Donc voilà, on les met en relation en même temps qu'on leur présente les mesures agroécologiques. Et donc on a fait cette animation qui s'est super bien passée, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. On avait des supports visuels, on avait un tableau, une ardoise, une grande ardoise avec une craie où on pouvait dessiner aussi pour pouvoir communiquer quand eux ou nous, on n'avait pas le vocabulaire pour se faire comprendre. Donc c'est super. Et ce qui m'a aussi bien plu, c'est l'inversion des rôles qu'on leur a proposé à un moment donné. C'est-à-dire que c'était à eux de nous faire visiter le domaine en nous montrant les différents fruits et légumes qu'on pouvait trouver, en nous disant ça c'est tel fruit, tel légume. Voilà, donc j'étais très contente de ces 2 animations. Je pense qu'elles peuvent servir de ce qu'on appelle SPV, situation professionnelle vécue, qu'il faudra présenter dans un dossier écrit et une SPV à présenter à l'oral au jury national en fin d'année. Voilou. Ça va tout le monde ?
Allez, on va y aller. Et voilà, on part en visite sur le site de l'établissement avec Jérôme Caour, notre prof de concertation territoriale et aussi animation d'un public. Oui, normalement, oui, on va y aller. Alors, donc là, effectivement, vous pouvez regarder, rien que visuellement, on voit déjà facilement différentes strates. C'est-à-dire que cet endroit est régulièrement entretenu. On a d'ailleurs des coupes de bois et des fois, ils peuvent faire des entraînements d'abattage où ils vont sélectionner les sujets les plus fébriles ou les moins beaux pour privilégier les beaux sujets de se développer. Et en fait, après, ils vont débroussailler tout ce qui est inflammable et ils vont laisser certains sujets, comme vous voyez, voilà, les chênes pubescents ou des chênes verts qui sont un peu au milieu. Si on montait en haut, on verrait justement différents étages et de temps en temps, on voit un sujet qui est valorisé en fait depuis des années. Je crois qu'il y a un sujet de chêne kermès, qui est très buissonnant comme essence, qu'ils ont justement gardé et qui se développe et qui du coup fait une certaine tige, donc c'est assez rigolo. Donc ça permet d'avoir un support pédagogique réutilisable sur l'année tout en correspondant, comme je disais, aux OLD pour limiter les risques de propagation d'incendie et en même temps ça entraîne les élèves pour l'utilisation des broussailleuses, tronçonneuses, etc. Voilà, en fonction de tout votre diagnostic territorial, de votre projet de territoire, etc., quand vous aurez bien étudié tous les enjeux, etc., et que vous ferez des propositions d'action, si vous proposez effectivement des aménagements supplémentaires ou de la réhabilitation, il faudra justifier comment ça répond donc, aux enjeux écologiques et sociaux et éventuellement économiques de l'écomusée par rapport à ses missions de sensibilisation et de valorisation de la forêt méditerranéenne. Il faudra bien justifier le pourquoi vous proposez ce type de démarche. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Jérôme Caour. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme Caour, je suis salarié de l'association E4 pour expertise écologique éducation à l'environnement en qualité d'animateur nature et formateur. Alors, Jérôme, tu enseignes 2 disciplines, au centre de formation professionnelle pour adultes, de Valabre, dont l'animation d'un public. Qu'est-ce qu'on doit, prendre en compte, au départ, si on veut se lancer dans ce métier? Alors, concernant l'animation d'un public, ou autrement appelé valorisation et animation du territoire, cela en fait comprend une dimension d'éducation à travers le concept de développement durable. Donc, l'idée est de proposer, de concevoir, réaliser des activités pédagogiques autour de différents thèmes de l'environnement. Donc, pour aborder ce module, il faut effectivement parler un petit peu du développement durable et ensuite travailler donc sur des thématiques concernées et les différents types de publics avec qui on peut être amené à réaliser ces types d'animations. Autant des publics mineurs que des publics majeurs, ou bien avec des contextes différents, comme dans des contextes familiaux, événementiels, à difficultés de handicap aussi. Et ensuite, donc, la conception d'activités et de projets pédagogiques, donc en lien avec les concepts que je viens d'évoquer, que ce soit avec des petites structures ou même allant jusqu'à travailler avec des collectivités ou des élus. Pour concevoir une animation, on n'y va pas juste comme ça, la fleur au fusil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? On considère 7 étapes qui vont effectivement découler donc d'un contexte, d'un projet. Donc, c'est-à-dire que soit on a une commande qui émane d'un notre organisme, ou bien on peut faire de la démarche de promotion d'activités associatives. Et à partir de là, on va effectivement en première étape réaliser un cahier des charges afin de formaliser un petit peu notre action avec le ou les partenaires concernés. Ensuite, il faudra effectuer un repérage des lieux. Donc, une animation nature ne se passe pas toujours à l'extérieur. Des fois, lorsque c'est possible, effectivement, on va s'appuyer sur les espaces naturels, mais on peut aussi faire des animations nature dans des établissements fermés comme des classes scolaires avec des cours de récréation. Ensuite, nous organisons en fait, le projet à travers une grille des séquences, une grille séquentielle qui va découper en fait toute, la période d'animation selon, voilà, des séquences qui vont à chaque fois aborder des notions spécifiques par rapport au message que on va vouloir faire passer. Ensuite, nous continuons, nous allons ensuite, mettre en place un schéma et un scénario d'animation, c'est-à-dire que nous allons prévoir le parcours s'il y a effectivement à l'extérieur, donc avec les stations d'arrêt qui correspondront ensuite à des séquences spécifiques dans notre conception d'animation, pour bien détailler ce qui sera fait à quel moment et à quel endroit. Tout ceci pour ensuite arriver à l'évaluation de toute cette conception, donc en prévoyant des critères et des indicateurs d'évaluation pour mesurer effectivement l'efficacité et la réussite
de l'action lorsque nous la réaliserons, c'est-à-dire à travers des indicateurs de qualité et des indicateurs de quantité. Donc voilà, la conception d'une animation nature est assez minutieuse, hein, bien sûr, même s'il faut laisser un peu de place à l'imprévu et qu'il faut toujours être capable de s'adapter. Mais pour pouvoir avoir un meilleur impact, il faut effectivement travailler bien en amont sur la conception. Et prévoir beaucoup de matériel au cas où. C'est ça, toujours des supports en plus. C'est vrai qu'un animateur, une animatrice nature doit pouvoir s'adapter à tout type de situation, que ce soit en lien avec son public ou avec son environnement à l'extérieur. Donc, nous avons tendance à prévoir beaucoup de supports supplémentaires si nous devons voilà, changer une séquence, en interchanger certaines, en rallonger, en raccourcir d'autres. Donc, voilà, toujours beaucoup de matériel et beaucoup d'idées surtout, beaucoup de créativité. Et ça peut aider de savoir un petit peu dessiner, ce genre de choses, d'être manuel. Voilà, c'est ça, donc plusieurs compétences sont attendues, mais le fait d'être, créatif, manuel, avoir un petit côté artistique aussi est très apprécié, car, cela permet aussi de diversifier la création de supports. D'autant plus lorsque nous travaillons avec des enfants, mais pas que non plus, hein. Donc c'est vrai que c'est ce genre de compétence est assez apprécié. Un animateur nature doit avoir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Exactement, donc forcément la base de notre travail, se concentre sur les connaissances, naturalistes, hein, donc nous n'avons pas besoin, de tout connaître, mais de voilà, selon certaines thématiques, d'avoir les connaissances que nous voulons transmettre, hein, sur certains milieux, sur certaines espèces, sur certains écosystèmes. Il faut avoir quand même un goût du contact important, hein, puisque nous sommes réellement dans le relationnel et dans le social. Donc, il faut savoir être, ouvert, savoir travailler en équipe, car cela arrive souvent et pouvoir effectivement, bien prévoir notre évaluation afin de pouvoir nous améliorer au fur et à mesure de nos actions. Parmi les publics, ou plutôt les participants aux animations nature, certains peuvent avoir des phobies. Comment on fait dans ces cas-là? Et il faut demander peut-être dès le départ si certains ont des phobies? Voilà, tant que c'est possible, car certaines situations sont enfin, les situations sont très variables les unes aux autres. Mais, c'est vrai que voilà, il vaut mieux essayer de bien poser le cadre, avec donc les encadrants avec qui on peut être amené à travailler. Donc par exemple, institutrices, professeurs des écoles, parents d'élèves. Dès le départ, on va essayer de demander s'il y a des particularités, des sensibilités en fonction de ce que l'on propose, hein, comme animation. Et ce qui est difficile, c'est que l'animateur doit toujours être, à l'affût. Il doit être capable d'interagir avec un groupe, mais en même temps d'être attentif au cas par cas avec chaque individu, afin de pouvoir déceler une inquiétude, une peur, éventuellement une phobie, afin de pouvoir réagir assez rapidement et trouver des solutions adaptées. Il y a un maximum de nombre de participants, à partir duquel, c'est plus gérable? Oui, alors effectivement, bon, on retrouve, surtout ça avec, les scolaires, les mineurs, mais ça vaut aussi pour des publics adultes, hein. C'est vrai qu'au-delà au-delà d'une vingtaine de participants par animateur, cela devient compliqué. Après, il y a une question de responsabilité avec des mineurs, mais c'est vrai qu'on est souvent accompagné par, des enseignants ou des représentants, ce qui nous permet d'avoir effectivement plus d'élèves à charge d'un seul coup. Mais, voilà, je pense que pour une animation optimale, le mieux est d'avoir un maximum d'une quinzaine de participants. Mmh. D'ailleurs, avec le BTS, gestion et protection de la nature, on fait partie des taux d'encadrement. Tout à fait, ce diplôme fait correspond à une équivalence au BAFA. Donc, cela donne effectivement une capacité de taux d'encadrement d'un certain nombre d'individus en fonction de l'âge. L'un des grands principes aussi, c'est ne pas faire de prosélytisme. Tout à fait. Alors effectivement, l'animation nature ou bien l'éducation à l'environnement et au développement durable, se veut une valeur d'explication des causes et des conséquences des activités humaines en lien avec notre environnement et a pour vocation en fait de casser les barrières que, l'humain s'est créé avec l'environnement et de revoir en fait notre vie dans et avec notre environnement et pas séparés. Donc, nous avons valeur et importance à exposer les faits des choses, c'est-à-dire comment les écosystèmes fonctionnent, de quoi ils sont composés, quelles sont leurs interactions entre eux, et ensuite bah, d'expliquer de manière scientifique les réactions qu'ils ont entre eux et qu'ils subissent à cause de certaines de nos activités humaines, afin de, voilà, de pouvoir apporter une certaine conscience et connaissance du fonctionnement des choses, et ensuite de pouvoir, si, s'ils le veulent, apporter des outils d'amélioration, effectivement, ou de protection. Donc de rester dans l'absence de prosélytisme, dans l'idée qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportements, mais surtout de comprendre comment tout fonctionne afin de pouvoir agir au mieux selon notre propre volonté, notre propre implication.
Mais il y a quand même un message sous-jacent, même si on donne toutes les données factuelles, le message reste la protection de l'environnement. Bien sûr, nous essayons de le véhiculer à travers, en fait, cette idée que j'ai énoncée de, nous au sein de la nature. Si nous considérons effectivement que nous faisons partie de notre écosystème, à ce moment-là, nous avons intérêt, plaisir, valeur, en fonction de chacun, à participer à sa protection. Donc, nous n'allons pas critiquer, on va dire, ou mettre en avant les impacts négatifs des choses qu'il ne faut plus faire, mais plutôt donner envie de mieux faire. L'idée n'est pas d'inciter, mais de susciter. Le BTS Gestion et protection de la nature, avant, était divisé en deux formations, l'une pour l'animation, l'autre pour la gestion des espaces naturels. Il est désormais fusionné. Quel est cet intérêt? Ces 2 branches étaient séparées, afin de pouvoir vraiment visualiser le travail de terrain d'un côté et le travail d'éducation de l'autre et l'intérêt aujourd'hui d'avoir, raccroché ces 2 branches, c'est qu'en fait, elles sont tout simplement intrinsèquement liées. C'est que, en faisant de la gestion d'espace et en intégrant, en fait, les usagers du territoire, en expliquant comment nous gérons, comment nous travaillons, comment nous étudions, comment nous protégeons, si nous impliquons, en fait, les citoyens, les acteurs d'un territoire dans ces démarches-là, nous faisons de la valorisation, nous faisons de l'animation, tout en faisant de la gestion et cela permet effectivement un impact beaucoup plus efficace que de séparer, en fait, ces 2 volets. Dans une carrière de diplômé de gestion et protection de la nature, souvent on commence par de l'animation en début de carrière pour ensuite faire de la gestion. Pourquoi ce cheminement si courant? Oh, je pense que c'est plus en lien avec le marché de l'emploi associé, c'est vrai que, par exemple, le public, scolaire est souvent très friand, hein, d'animation nature, donc beaucoup d'associations, fournissent ce type de service et c'est vrai que, pour arriver dans ce type de secteur, c'est souvent les emplois qui sont le plus accessibles et en fonction du coup de ces expériences professionnelles, les animateurs et les animatrices vont se spécialiser progressivement dans telle ou telle thématique en lien avec l'environnement. Ils vont développer aussi leurs connaissances et à partir desquelles ils vont avoir tendance ensuite à approfondir leur métier à travers, plutôt voilà des organismes qui vont, travailler plus sur de la gestion de l'inventaire. Mais c'est vrai que ça leur a fait une bonne base pour travailler, ces connaissances. Là, on parle beaucoup de la place de l'animateur, mais il y a aussi, l'importance de nos supports naturels comme, avec les sentiers d'interprétation qui ne dépendent pas forcément d'un animateur ou d'une animatrice et qui est un bel exemple en fait de notre connexion avec la nature car cela met en avant, la richesse d'un patrimoine naturel à travers l'émotion et la sensibilité que va ressentir le participant. Donc à travers des supports visuels, olfactifs, sensoriels, éventuellement des panneaux d'interprétation, mais pas toujours un animateur. Un animateur peut être là en complément pour apporter des réponses à des questions que le participant va se poser de lui-même, mais ceci n'est pas obligatoire. Donc effectivement, le métier d'animateur est important pour transmettre, transcrire et éduquer vis-à-vis des problématiques environnementales, mais la volonté première est surtout de reconnecter les individus à la nature pour que tout individu puisse se poser des questions auxquelles nous aurons, je l'espère, la réponse. Les sentiers d'interprétation permettent de toucher plus de monde du coup. Tout à fait. L'un des principes de ces sentiers d'interprétation, c'est que l'interprétation offerte aux enfants ne doit pas être une dilution de celle offerte aux adultes. C'est-à-dire que chaque individu, quel que soit son âge ou sa particularité, peut et doit se faire son interprétation personnelle qui, par son cheminement individuel, l'amènera à avoir des réponses sur le fonctionnement de la nature. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Lucas Bellon. Alors bonjour, je m'appelle Lucas, donc j'ai 24 ans. J'ai rejoint cette formation pour faire une reconversion professionnelle donc dans le contexte naturel, travail en extérieur. Je voulais vraiment pas avoir un travail de bureau où je suis tout le temps enfermé, donc c'était mon souhait. Puis aussi de partir vivre dans une région un peu plus rurale, on va dire. Sachant que je suis né à Marseille, donc j'ai toujours grandi à la ville. Mais j'ai passé beaucoup mes vacances donc, en Ardèche, donc moi mon souhait ce serait de pouvoir travailler en extérieur et partir vivre là-bas. Ça a été ta motivation. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais en faculté, donc j'ai un peu touché à tout. J'ai commencé par des sciences, donc de la bio. Et ensuite, vu que ça ne me convenait pas forcément,
Je suis allé sur de l'anglais parce que j'avais des facilités et que je trouvais ça intéressant. Donc il y avait toujours derrière une idée un peu de voyager, le tourisme, de voir d'autres choses, d'être un peu toujours aussi en extérieur, mais là dans un cadre un peu plus donc touristique. Et puis finalement avec le confinement, j'ai pas continué dans cette voie et ça m'a permis aussi de réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire plus tard. Après j'ai aussi fait un service civique qui m'a permis aussi de voir un petit peu le monde professionnel. Et justement de savoir que travailler dans un bureau, parce que je faisais beaucoup de temps dans un bureau, c'était pas ce qui me convenait. En fait, je travaillais sur les ports du département, donc des Bouches-du-Rhône. Je pouvais me rendre sur les ports pour faire certains travaux, mais la plupart du temps c'était au bureau. Au maximum, dès que je pouvais sortir, j'essayais de sortir, de fuir un peu le bureau entre guillemets. Donc j'ai pu quand même bien me débrouiller pour être souvent dehors, mais même rester juste une journée au bureau toute la journée sans sortir, c'était long. Ce service civique, en fait, tu l'as fait sur un conseil parce que déjà, à l'époque, tu voulais faire cette formation de BTS Gestion Protection de la Nature. Oui, alors en fait, l'idée c'est que quand j'ai arrêté donc la fac, il y a eu le confinement, j'étais encore à la fac, mais je savais qu'en septembre je voulais plus continuer. J'ai parlé avec un ami qui m'a présenté le BTS GPN, donc c'était la formation d'hydro. Donc c'est un institut privé sur Aix. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant, mais bon, comme c'était privé, c'était assez cher pour 2 ans. Vu que c'était un peu sur un coup de tête, j'ai préféré prendre un peu de temps pour réfléchir. Et en discutant avec mon frère qui lui était au lycée des Calanques, il m'a dit mais je crois que ce BTS il existe en formation sur 1 an. Et je me suis renseigné, c'est là que j'ai pris connaissance donc, du BTS à Valabre. Et donc j'ai pris contact avec Yann Mujanu, donc le formateur, le cordeau de la formation. C'est lui qui m'a conseillé donc, de faire un service civique pour vraiment être sûr déjà de ma motivation. Ça me laissait 1 an pour réfléchir et que je revienne le voir à la suite de ce service civique. Puis le fait que ce soit en 1 an, ça a beaucoup joué aussi parce que j'avais l'impression d'avoir perdu un peu mon temps depuis le bac, de ne pas avoir avancé. Je voyais des collègues qui avaient déjà des BTS ou des licences. Moi j'étais toujours au niveau bac. Et donc je me suis dit que le fait de le faire en 1 an aussi ce serait mieux. J'avais pas envie de continuer les études longtemps, je voulais être vite opérationnel. Bon, alors tu l'as trouvé comment cette formation ? Moi je l'ai trouvé top, tout le monde se connaissait, il y avait vraiment un esprit, une cohésion. Puis même avec les formateurs, il n'y a pas la relation comme si c'était professeur-élève, c'est plus d'égal à égal. Donc il y a plus de facilité à parler même si on a des difficultés, des choses comme ça. Et puis on a largement le niveau, voire même un niveau supérieur à certains élèves qui ont fait le BTS en 2 ans. Après c'est peut-être le fait aussi que ce soit une formation pour adultes, donc moi je suis plus jeune de la formation, mais du coup il y a plus d'apport d'expérience, donc ça enrichit un peu tout le monde, donc ça doit jouer aussi je pense, plus de facilité à l'autonomie, des choses comme ça. Alors tu te destines à un métier d'extérieur, j'ai bien compris. Quel métier exactement tu vises ? Alors j'ai pas de métier en particulier que je vise. Moi les critères de sélection ce sera vraiment, donc il faudra qu'il y ait du terrain et ce sera vraiment par contre tout ce qui est axé autour de la gestion. Donc après j'ai pas d'intitulé de poste en particulier mais ce serait vraiment travailler sur un espace naturel et vraiment aider à gérer cet espace. J'aurais peut-être une petite préférence, j'aimerais bien peut-être travailler avec les chasseurs parce que moi-même étant chasseur, je viens d'une famille de chasseurs et j'ai l'impression du coup qu'il manque beaucoup de communication entre les personnes qui s'occupent de l'environnement et les chasseurs, alors qu'en fait c'est des acteurs primordiaux de la protection de l'environnement et du coup moi j'aimerais être un peu ce liant. Vu que j'ai un peu les pieds dans les 2 camps entre guillemets, je pourrais faire un peu le médiateur. Tu parles de camp, c'est le cas de le dire. Cette année dans la promo, tu étais le seul chasseur. Il y a d'autres promos où il y a un peu plus de chasseurs, de pêcheurs également. Là, tu étais vraiment le seul. Tu t'es fait tout discret, je crois. Oui, j'en ai pas trop parlé. Enfin, j'en ai parlé petit à petit au fur et à mesure de l'année. Après, il n'y avait pas vraiment. J'étais le seul chasseur, mais il n'y avait pas vraiment non plus d'hostilité. Et même quand petit à petit, tout le monde a appris que je chassais, des petites blagues, des choses comme ça, mais c'était bon enfant. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien eu autour de ça. Peut-être que je suis pas aussi trop dans le cliché parce qu'il y a certains chasseurs qui permettent de perpétuer les clichés, donc qui desservent entre guillemets un peu la cause. Là non, moi je suis plutôt modéré. La plupart des conflits de toute façon c'est dû à un manque de communication et de compréhension. Le BTS GPN aussi nous invite à réfléchir à l'utilité de la chasse comme moyen de... Alors ça s'appelle régulation, tout ce qu'on peut associer à la chasse. Alors le BTS GPN ne nous dit pas c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est un outil, c'est ça ? Les chasseurs sont des acteurs importants à prendre en compte. Même dans certains cas, c'est eux vraiment qui aident à porter certains projets, même à gérer certains espaces. Moi je l'ai vu aussi durant mon stage.
parce que j'ai fait mon stage donc, sur la commune d'Allo, donc à proximité de Marseille, et c'est une commune qui est assez paysanne, il y a beaucoup de chasse, pour une petite commune, il y a quand même 3 sociétés de chasse, et je voyais que par rapport à ceux avec qui j'ai travaillé, il y en a notamment qui chassaient aussi au service protection des collines, et qui m'expliquaient que hors période estivale, justement, il y a beaucoup moins de monde qui se trouve sur le massif, et les chasseurs, ça permet de faire une surveillance, de faire un certain entretien des sentiers, des choses comme ça. Ils y ont leur intérêt pour tout ce qui est gestion cynégétique, mais au final ça rend service un peu aussi à tout le monde. Après, de temps en temps, il y a toujours des conflits entre usagers. Ça, c'est le rôle des collectivités, des agents de la collectivité de tempérer un peu tout ça. Alors je vais te poser la question que je pose à tous. Est-ce qu'il y a un ouvrage, film, magazine, documentaire, émission, quoi que ce soit, ou ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui t'a mis plus sur la voie de consacrer ta profession à l'environnement? Moi, il y a une histoire un peu familiale, le fait que depuis petit, je pars en Ardèche pendant les vacances, pour la chasse aussi, donc pendant l'automne. Donc j'ai toujours eu ce truc de ça y est, j'en ai marre, l'école c'est fini, c'est les vacances, la bouffée d'air, je vais en Ardèche, je vais dans la nature. Puis j'ai toujours aimé bien balader, mais mon meilleur ami, ses parents aussi, ils nous ont toujours emmenés un peu à droite à gauche, surtout dans le Var, on allait toujours balader, faire des randonnées, donc ça j'ai toujours aimé. Et après, je suis un grand fan de tous les films un peu d'aventure et notamment du Seigneur des Anneaux, et j'ai toujours vu ces paysages magnifiques, ces montagnes, des choses comme ça, et moi ça m'a toujours attiré. Et du coup, quand je me retrouve dans la nature, j'ai l'impression un peu de me retrouver dans un film, donc ça m'a toujours plu, ce côté, c'est un peu un autre monde, quoi, de me retrouver un peu isolé. Non, moi c'est plus les films, ouais, les images, voir les paysages, avoir envie de voyager. Maintenant, t'as plus qu'à écrire ton film, hein. Ouais, il y a encore du travail, mais pourquoi pas un jour. Merci beaucoup, Lucas. Merci, au revoir. Et depuis, qu'est-il devenu? Lucas a perfectionné ses compétences en SIG, Système d'information géographique. Il a donc travaillé en CDD à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Son objectif était de mettre à jour le registre parcellaire graphique pour que les aides de la politique agricole commune correspondent aux surfaces exactes. En été, il est employé par la ville d'Allo comme agent de protection des collines. Il patrouille les collines et la périphérie urbaine avec un porteur d'eau pour surveiller les éventuels départs de feu. Il espère obtenir donc un CDI soit à l'IGN, soit à la ville d'Allo. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Clémence Gilliot. On est avec Clémence Gilliot. Bonjour Clémence. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? je m'appelle Clémence Gilliot, je suis actuellement médiatrice au sein de l'association Espèce. J'ai fait un BTS GPN et du coup j'ai pu trouver ce poste-là dans lequel je suis actuellement en sensibilisation notamment à l'environnement. Ça fait combien de temps que tu y es? Ça va faire 3 ans, ça me plaît toujours autant. Tu faisais quoi avant le BTS GPN? J'avais fait un BTS en communication et un service civique juste après. Où ça? Dans une association dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Evaleco, donc plus sur le développement durable, donc assez diversifié en termes de thématiques, pas seulement sur la préservation des espèces, mais l'économie sociale et solidaire, plein d'aspects différents. Donc ça t'avait mis un peu le pied à l'étrier? C'est ça, tout à fait. Mais ce qui m'a permis aussi de rencontrer des gens du milieu naturaliste aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un BTS GPN? Alors en fait, j'étais pas du tout à l'aise dans mon BTS communication. Et du coup, j'ai réfléchi à ce moment-là de voir un petit peu les potentielles formations qui existaient à ce moment-là. Et j'avais aussi un côté un peu plus mobilisation dans le cadre de l'environnement qui se faisait en parallèle. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis dirigée là-dessus. T'avais pas eu encore d'expérience dans la vie active? Pas du tout. C'était vraiment, hormis des stages. Encore toute jeune. C'est ça. Tu as quel âge maintenant? J'ai 28 ans. Et du coup, 3 ans dans ton poste actuel en tant que médiatrice scientifique à Espèce, quelles sont tes missions? Ça va être à la fois la conception d'animation, ça va être aussi l'animation en tant que telle, ça va être aussi d'avoir le lien aussi avec les partenaires, avec les enseignants, donc de mener des projets soit avec le département, avec les métropoles. On a des projets aussi un peu plus sur le long terme, avec, notamment avec l'OFB, c'est les aires terrestres éducatives. Décris-nous un petit peu, c'est quoi une aire terrestre éducative? C'est un espace en fait qui est géré par une classe
un espace naturel souvent à proximité de l'école. Donc l'idée c'est justement d'établir un peu un état de base avec eux, donc c'est des inventaires, qu'est-ce qu'il y a sur leur aire terrestre, quelle faune on va trouver, quelles problématiques on va y trouver, et ça va être à eux aussi d'imaginer des solutions pour gérer cet espace. Donc ça se passe plutôt bien et c'est assez enrichissant de voir un petit peu l'évolution aussi avec les élèves tout au long d'une année, voire plus, comment ils évoluent leur réflexion sur un espace qu'ils ont à gérer. Et je trouve ça vraiment génial. Ça me plaît dans le sens où on a vraiment un retour du travail qu'on fait par rapport à une animation qu'on fait juste sur un moment donné. Le fait d'avoir vraiment sur le long terme des classes, ça permet de vraiment voir une évolution et de savoir l'impact en fait de tout ce qu'on transmet. Vous les voyez combien de fois par an, les élèves d'une classe ? Ça peut être une dizaine de fois par an, donc ça peut être assez régulier. Donc c'est ça qui permet d'avoir vraiment un vrai retour et de les recroiser aussi quelques années après, parce que pour certains, ils sont au collège maintenant, donc ils s'en souviennent encore. Là, on se rend compte que le vrai travail en tout cas de médiateur, il a fait son effet. Il y a un vrai accompagnement sur le long terme. Et c'est ça qui est assez intéressant, je pense aussi pour les élèves. Ça permet vraiment d'intégrer les notions petit à petit, de découvrir. Donc sur ça, c'est appréciable. T'aimes bien travailler avec les enfants ? Oui. Ça, du coup, j'avais commencé en tant qu'animatrice en passant mon BAFA. Et après, en fait, c'est venu ainsi de suite. Donc c'est toujours plaisant pour moi, en tout cas. T'étais animatrice, monitrice de colo ? C'est ça, exact. Déjà, à ce moment-là, je commençais un peu à essayer de leur montrer des petites choses sur la nature, tout ce qui m'intéressait, en fait, personnellement, étant enfant. Donc, partager ça, en fait, tout simplement. Et tes compétences en communication sont sûrement utiles aussi dans ton métier de médiatrice ? Oui, tout à fait. Une partie de mon poste, effectivement, on est plus sur de la communication pour mettre en valeur justement tout le travail qu'on fait pour la sensibilisation. Donc c'est toujours utile actuellement. Ça va être de la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça va être sur l'organisation d'événements aussi. Par exemple, on organise des week-ends naturalistes au sein de l'association. Donc l'idée, c'est de justement fédérer un peu nos adhérents et de leur faire découvrir un petit peu des nouvelles choses parce qu'on a des spécialistes. Alors on va être surtout sur le milieu terrestre, mais la fondation d'espèces c'était surtout sur les reptiles, sur les mal-aimés. L'idée c'est effectivement par exemple de démystifier un petit peu justement certains a priori qu'ont les gens sur certaines espèces, notamment les serpents, qui ne sont pas du tout appréciés. Il y a beaucoup de craintes, donc on essaie aussi d'agir de ce point de vue-là. On a le SOS Serpent par exemple dont on fait partie. Donc on intervient au sein d'un dispositif pour que les gens, en fait, s'ils ont un serpent et qu'ils ont peur, qu'ils nous appellent. Pour savoir quoi faire, à quelle espèce on a affaire et de ne pas tuer l'animal parce que juste on en a peur. Ça fait partie de nos missions actuelles, mais pas que. On est sur les insectes, sur la flore, on va vraiment être sur les chauves-souris, on essaie vraiment de diversifier un peu toutes nos compétences. Et en termes d'habitat, de milieu, tu as dit milieu terrestre mais aussi un peu aquatique ? Oui, aquatique, plutôt milieu d'eau douce. Je suis du coup une petite tortue qui est la cistude d'Europe. Du coup, on mène une étude sur cette espèce-là en particulier depuis maintenant 2-3 ans. La cistude étant une tortue aquatique. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on va la trouver soit en cours d'eau, soit dans des marais, des étangs. Et vous avez aussi des animations qui se rapportent au milieu de l'eau, peut-être en collaboration avec d'autres partenaires ? Exactement, on a notamment avec le parc naturel régional à Sainte-Baume qui axe notamment cette année beaucoup plus justement au niveau de l'eau. Donc on va mener justement des actions de sensibilisation auprès des classes des différentes communes du parc. Et ça va être surtout aussi lié à la problématique aussi d'espèces exotiques envahissantes. Tu te vois comment dans quelques années ? Tu es encore jeune, donc est-ce que tu t'imagines dans ce poste longtemps ? Pour l'instant, ce que j'aime bien, en tout cas dans mon métier actuellement, c'est de pouvoir combiner à la fois de la sensibilisation, mais j'aimerais bien à l'avenir avoir un peu plus de côté justement scientifique. Du coup, ayant ces suivis d'espèces, j'avoue que j'aimerais intégrer un peu plus cet aspect-là en fait dans mon futur, je pense. Peut-être devenir gestionnaire d'espaces naturels ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, et non, j'aimerais m'impliquer un peu plus en tout cas j'aime beaucoup la sensibilisation mais d'agir concrètement en fait aussi
auprès de ces espèces, qu'elles soient protégées ou non, de juste protéger les espèces naturelles. Tout en gardant un peu des tâches de sensibilisation. Toujours, parce que ça fait partie de moi en tout cas ce que je préfère, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément fait pour tout ce qui est animation, mais moi je prends vraiment beaucoup de plaisir j'ai pas mal de facilité justement avec le public scolaire ou le grand public. Je trouve ça souvent c'est un échange réciproque, donc ça m'intéresse et ça me captive toujours. Chaque public est différent. C'est ça, exactement. C'est toujours une occasion d'apprendre. Quel serait ton conseil aux auditeurs qui se diraient moi aussi j'ai envie de me lancer dans une reconversion dans les métiers de l'environnement? D'explorer un petit peu plein de domaines dans l'environnement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes affections selon par exemple les espèces ou plus l'animation, donc plus d'explorer, d'aller rencontrer des associations, plein de structures et de voir un petit peu leurs actions pour essayer de trouver quelque chose qui lui correspond. Merci beaucoup Clémence. Merci. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux. Et surtout à vous, si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.